Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Behind the Chain, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Guénifé, il est cofondateur et CEO de Galéon. Comment tu vas Mathieu ? Je vais très bien, merci beaucoup Romain, et toi ? Bah écoute, en pleine forme, hein. Moi je suis toujours à fond quand j'enregistre un podcast de bon matin, donc on va passer un bon moment ensemble, j'ai pas de doute là-dessus. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me présenter le début de ton parcours professionnel ? Bien sûr. Alors du coup, c'est vrai que moi j'ai commencé par un parcours assez classique. J'ai fait d'abord une école de commerce sur Bordeaux, puisque j'ai passé une bonne partie de ma vie sur Bordeaux. C'est Kedge, en fait, Kedge Business School à l'époque. Alors c'était encore un peu plus vieux, ça s'appelait BEM, Bordeaux École Management School. Et en fait, c'est là où j'ai appris un petit peu les bases, c'est vrai, les bases du business, hein. Mais surtout, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai rencontré ma bande de potes que je vois toujours aujourd'hui. Donc c'était vraiment des années vraiment géniales. Alors, j'ai passé peut-être un peu plus de temps dans les bars et les boîtes, mais c'est vrai que voilà, je regrette pas, c'est un peu la vie d'étudiant, donc fallait profiter. Après, j'ai pu, en fait, très rapidement, dès que j'ai fini, en fait, c'était un bachelor, donc c'était en 3 ans. Dès que j'ai fini, je suis allé sur une formation qui a duré 1 an sur du web design, web marketing et web développement. Là, l'idée, c'était vraiment d'apprendre les basiques et surtout d'avoir du concret, du technique pour que je puisse apprendre les bases du design sur Photoshop, du SEO, du SEA, du développement web. Donc voilà, ça m'a permis vraiment d'avoir les mains dans le cambouis et de comprendre et de savoir créer un site, savoir faire des designs, savoir faire du marketing digital. Et puis en fait, vers fin 2017, si je me souviens bien, j'ai très vite monté ma boîte dans le marketing digital pour des grands comptes. Au début, je faisais des logos pour mes amis, des logos pour des petites boîtes. Et en fait, je suis très vite passé sur de la publicité en ligne, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Je faisais de la publicité, je sais que c'est parfois un peu chiant qu'on voit de la publicité sur ces réseaux sociaux-là. Mais comme à l'époque, ça convertissait super bien pour des business en ligne, je faisais ça pour des grosses boîtes, notamment les nouveaux constructeurs sur Paris. C'est en fait un gros promoteur immobilier, ils avaient besoin d'un community manager et de faire des ads. Voilà, ensuite en 2018, moi j'ai rejoint en fait Galéon. Ça a été cofondé en 2016, mais j'ai rejoint en 2018 parce qu'en fait Loïc, à la base, Loïc Breton, qui est le CEO de la boîte, mon associé chez Galéon, en fait, il m'a dit, il y a un truc qui se passe. En 2016, il m'a dit, il y a un truc qui se passe en santé. En fait, je vais bientôt avoir besoin de toi, pas tout de suite, mais voilà. Ça va bientôt arriver. Et en fait, 1 an et demi, 2 ans après, il m'a rappelé, on s'est revus et en fait, on s'est dit, OK, let's go, on lance ça. On continue parce que c'est au tout début, c'était un peu, c'était surtout de la R&D, on tâte un peu le terrain. Et voilà. Et en fait, Loïc, moi, je l'ai rencontré en 2012 sur, c'est un petit peu l'anecdote, mais sur le forum du Zéro, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, ça s'appelle Open Classroom. Et en fait, je cherchais un gars motivé à l'époque, c'était en 2012, donc j'avais 18 ans, et je cherchais un mec dans le marketing pour son projet de réseau social. J'ai toujours un petit peu mis les mains sur les forums, j'essaie toujours de chercher des petits trucs de marketing pour aider des projets. Alors j'étais pas payé, mais l'idée c'était vraiment de chercher à aider des projets. Et à 18 ans, à cette époque j'étais super motivé, donc je voulais apprendre. Et donc du coup c'est en 2018 que j'ai vraiment rejoint Galéon en tant que cofondateur. Et première année j'ai fait aussi une année de formation à HEC Paris. C'était une formation en fait d'entrepreneur. Et voilà, il y avait des entrepreneurs de qualité. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu un petit peu ma vie avant Galéon. Ok, merci beaucoup pour la présentation de ton background. Alors avant qu'on parle bien entendu plus en détail de Galéon, est-ce que tu peux me parler de ta rencontre avec le Web3 ? Est-ce que justement ça s'est fait au moment où tu as commencé à travailler sur Galéon ou est-ce que tu avais déjà eu une autre manière d'approcher l'écosystème ? Alors moi je suis un peu un vieux de la vieille dans la crypto parce que ça remonte à 2012 où il y avait justement le Bitcoin qui venait tout juste en 2009, donc qui venait de sortir et qui était encore pas du tout connu. Moi, en fait, à la base, je suis un geek et mes potes l'étaient pas trop, mais c'est vrai que je passais pas mal de temps sur mon ordinateur à fouiner, à chercher. Je faisais aussi des jeux vidéo. Je jouais pas mal à l'époque et
D'ailleurs, ça a enragé énormément ma mère. Mais bon, je faisais pas que ça, hein. Je faisais aussi des petits projets en ligne, des petits jeux vidéo. Je créais des jeux vidéo. Et donc, du coup, en 2012, j'étais sur un forum. Et en fait, j'avais entendu parler du Bitcoin. Un mec qui avait fait un sujet sur le Bitcoin sur ce forum-là. Et j'avoue qu'au début, c'était pas forcément la techno qui m'intéressait, c'était pas forcément le potentiel, parce que je comprenais pas trop. Je pense, comme la plupart des gens, je comprenais pas trop. En plus, j'avais 18 ans. Donc bon, à cet âge-là, on est encore un peu jeune. Mais en fait, ça me faisait marrer. L'idée d'avoir une monnaie un peu parallèle, ça me faisait marrer, parce que j'ai toujours été un peu un rebelle, hein. On m'a toujours dit que j'étais un peu un rebelle à l'époque. Ouais, ça m'a intéressé et en fait très vite je me suis mis à miner du Bitcoin sur mon ordinateur. C'était un Packard Bell si je me souviens bien, sous Windows XP. Et l'idée c'est que en fait on pouvait avec des petits logiciels, on pouvait miner du Bitcoin. Alors on minait des fractions de Bitcoin, hein, ça générait très peu de Bitcoin par jour. Mais je sais pas, moi ça me faisait rire et ça me faisait kiffer. Donc voilà, je gagnais quelques centimes par jour. Alors ça me coûtait forcément plus en électricité par jour, mais je trouvais ça trop marrant. Et voilà, et donc du coup je suis rentré comme ça dans le Bitcoin. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que sur mon ordinateur, on pouvait aussi faire passer des bannières de publicité et ça générait aussi un peu de Bitcoin. Donc voilà, c'était vraiment les tout débuts de la crypto. Et puis en 2016 aussi donc là c'était un peu plus tard, mais en 2016 avec un pote que j'avais rencontré encore une fois sur un forum, c'était le forum de jeuxvideo.com, on avait repéré l'Ethereum en fait. On avait vu qu'il y avait une ICO qui était passée et c'était une deuxième crypto-monnaie qui vraiment faisait parler d'elle. Et surtout, il y avait ces histoires de smart contract. En fait, moi, je suis pas un dev à la base, mais mon pote, lui, il était plutôt, il avait une appétence pour le développement web et le développement de logiciels. Et en fait, il m'avait expliqué un peu le potentiel, on va dire, de ces smart contracts. En gros, c'était le nouvel internet, l'internet du futur. Et en fait, moi, à l'époque, j'étais sur Kraken, la plateforme, et donc j'avais mis, quelques centaines d'euros, hein. Il faut savoir que l'Ethereum était à $10. Donc c'était un prix aujourd'hui qu'on ne verrait plus, mais ouais, je sais pas, j'avais mis ça pour tester. En plus, j'avais pas beaucoup d'économies parce que j'étais encore étudiant, donc voilà, mais bon, je me suis mis à investir mes premiers centaines d'euros. Et en fait, le seul souci que j'ai eu, bien sûr, j'ai pas gardé mes Ethereum jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'ai dû les vendre parce que forcément, quand on est étudiant, on a besoin d'argent. Donc, je les ai vendus. J'ai fait un peu l'erreur de les vendre. Alors, j'étais gagnant, bien sûr, je fais un bon multiple, mais en fait, j'avais pas attendu que ça soit aujourd'hui à 3000 ou 4000. Donc voilà, j'étais en études et donc j'avais besoin d'argent. Mais c'est un peu comme ça que je suis rentré dans la crypto, d'abord par le Bitcoin et ensuite par Ethereum. Ok, bah écoute, hyper intéressant en tout cas, et congrats d'avoir été aussi early. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de ta rencontre avec Loïc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail maintenant justement la jeunesse de Galéon et d'où est venue l'idée de lancer cette boîte? En fait, Loïc Breton, donc mon associé, il est médecin anesthésiste réanimateur à la base, et c'est lui qui a vu, avec sa pratique de médecin, que dans les hôpitaux, en fait, tous les logiciels étaient pourris. Enfin, en gros, on parle de 2016 où, et encore aujourd'hui, hein, franchement, c'est la même chose. C'est du Windows 98 dans les hôpitaux. C'est vraiment des logiciels qui rament, qui mettent du temps à charger, qui ont des données dans tous les sens, des données qui sont pas structurées. Donc, et en fait, je me souviens qu'il m'avait parlé d'une anecdote à la base. C'est que je crois qu'il avait une ex qui était suédoise et à l'époque, en fait, il habitait en Suède et tous les deux, ils étaient en fac de médecine et en fait, lui, il avait une thèse à faire, comme chaque médecin, tu as une thèse à faire et il avait pu, je crois, interroger entre 100 et 200 patients pour sa thèse, pour faire une étude, en fait, une étude, entre guillemets, pour sa thèse et avoir des résultats. Et ce qui m'avait choqué, c'est que sa copine, donc qui était suédoise, pour faire une étude, elle avait pu le faire sur 400 000 patients. Donc entre Loïc qui avait 200 patients et elle qui avait 400 000 patients, il y avait un écart énorme. Et en fait, c'est de là où tout est parti, entre guillemets, c'est là où tu comprends que le système suédois a quand même un espèce de dossier national de santé où toutes les datas des hôpitaux étaient un peu dans la même structure. Et en fait, en tant qu'étudiante, en tant que futur médecin, son ex, elle pouvait en fait faire une étude sur 400 000 patients. C'est énorme parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible de le faire en France, même dans beaucoup de pays. Donc voilà, c'est parti de là où, en fait, pour la recherche médicale et les étudiants en médecine, en Suède, c'était, le système de santé suédois était énorme pour faire ça. Enfin, je sais pas, faut imaginer la puissance du truc. C'est que 400 000 patients, c'est une étude qui est exhaustive, mais qui en plus, voilà, c'est pour la recherche médicale, c'est génial. Donc voilà, à l'époque, lui qui voulait faire de l'IA en santé. Donc on parle encore une fois de 2016. Hein, l'IA était pas du tout en vogue. Il y avait pas de ChatGPT, il y avait pas de Gemini, il y avait pas Midjourney. Mais en fait, l'idée c'était d'avoir de l'IA en santé pour faire du diagnostic, de la prévention, pour faire plein de choses. Mais le seul souci, c'est qu'on n'avait pas de données qui étaient bien rangées. On n'avait pas de données propres et de données structurées. Donc c'est là où en fait on s'est dit, enfin lui il s'est dit à la base et je l'ai rejoint là-dessus, c'est qu'il s'est dit il faut qu'on refasse les logiciels de base,
les logiciels de l'hôpital. Donc, on a d'abord commencé par un logiciel de spécialité. C'était tout le pôle mère-enfant. En gros, c'est la grossesse pendant 9 mois. T'as des consultations et ensuite t'accouches. Donc, c'était un peu le parent pauvre de l'hôpital. C'est que les éditeurs de logiciels le faisaient très, très mal. Donc, on a commencé par ça. Et l'idée, c'est de viser d'avoir un dossier national de santé. Galéon, c'est vraiment ça, son objectif, c'est d'avoir un dossier national de santé. Et grâce à la blockchain, qu'on puisse entraîner des intelligences artificielles médicales de façon décentralisée. Parce que quand on fait ça, on préserve aussi la vie privée des patients. Donc voilà, la mission de Galéon, c'est bien ça. C'est à la base, c'était un logiciel de spécialité, mais aujourd'hui, c'est d'être un dossier patient entier et à terme, un dossier national de santé. Ok, bah merci pour la présentation un peu plus détaillée. Effectivement, c'est intéressant de voir le cheminement du projet depuis le tout départ et ce qu'il en est aujourd'hui. Du coup, la question que je voulais te poser, c'est finalement la blockchain, dans les points de douleur auxquels vous répondez aujourd'hui. Tu vois, en quoi elle est la bonne technologie justement, pour répondre à cette problématique, tu vois, de dossiers patients informatisés du futur. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc du coup, à la base, nous, on a deux côtés. En fait, on est une boîte qui est Web 2 à la base et c'est un peu notre force parce que on est en santé. On a déjà aujourd'hui 16 hôpitaux qui utilisent Galéon. On a des dizaines de milliers de soignants qui l'utilisent. On a des millions de patients qui sont enfin des dossiers patients qui sont prêts pour la recherche médicale. Donc en fait, c'est une boîte Web 2 qui va dans le Web 3. Donc en fait, on fait vraiment le bridge entre le Web 2 et le Web 3. Et la blockchain, c'est une techno qui est hyper intéressante dans notre cas parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une Web 2 à la base, nous, c'est un logiciel SaaS, donc c'est Software as a Service, c'est un logiciel qui est assez classique, on va dire. Mais l'idée, c'est qu'on va coupler ces datas qui sont bien rangées dans le dossier patient. Et en fait, on va utiliser le Web3, donc la blockchain, pour entraîner des intelligences artificielles médicales de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'en fait, les hôpitaux deviennent des nœuds, entre guillemets, de notre blockchain privée. Ça devient des validateurs. Et l'idée, c'est qu'on va coordonner ces hôpitaux, on va les mettre en réseau et on va pouvoir entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle médicale très rapidement avec en fait un nombre de données énorme. Parce que là, on parle de dossiers patients. Donc nous, on est à peu près à 1,5 million, je crois, de dossiers patients sur notre plateforme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je prends un exemple, une startup ou un laboratoire qui veut entraîner son IA médical, je sais pas, contre le cancer de la prostate ou du sein. En fait, il a besoin de données qui sont propres et bien rangées. Si on couple ces datas du dossier patient et que on utilise la blockchain pour on va dire la traçabilité et la transparence, c'est un peu les fondamentaux de la blockchain, la traçabilité et la transparence, on va avoir au final une IA qui est super bien entraînée, qui est passée sur je sais pas, un X milliers de dossiers patients et en fait, elle n'a pas l'algorithme et la blockchain n'a pas enregistré les datas parce que en fait les datas sont au niveau local de l'hôpital et donc comme ça on peut notre promesse c'est de garder la privacy, la vie privée, c'est de la garder et en fait les patients donc les datas sont anonymisées et les patients n'ont pas de problème de vie privée qui par exemple parce que je crois qu'il y avait eu un problème avec Google qui avait en fait fait un partenariat avec la NHS en Angleterre. L'idée, c'est qu'ils avaient récupéré toutes les datas, donc ils avaient tout centralisé chez eux. Et là, forcément, la vie privée des patients, elle n'est pas garantie. En plus, Google, on connaît un petit peu et forcément, on sait qu'ils jouent un peu avec les datas. Donc voilà, c'est quand même compliqué. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on repartage la valeur. C'est-à-dire que la valeur créée dans notre système, grâce à cet entraînement d'IA décentralisé et grâce à la technologie blockchain, l'idée, c'est que 40% des contrats qu'on va passer avec la startup ou le laboratoire va aller directement aux hôpitaux. Donc, je prends $1 million sur une startup qui a levé des fonds et qui paye $1 million pour le système d'entraînement d'IA décentralisé. 40% retourne aux hôpitaux. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, les hôpitaux en France sont tous endettés et que c'est compliqué de générer des revenus pour les hôpitaux, là, en gros, notre système, c'est un système qui leur fait gagner de l'argent, qui leur fait des revenus en plus. 40% pour les hôpitaux. Ensuite, on a 50% qui va dans un fonds, le fonds DAO de Galéon. C'est l'organisation décentralisée autonome. En fait, l'idée, c'est que cette DAO va financer des recherches à but non lucratif. Et on sait très bien qu'on peut faire du business avec la data et avec l'accord du patient et de l'hôpital. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi redistribuer cette valeur et que, en fait, la population soit en meilleure santé. Donc, on va financer des recherches à but non lucratif. Ensuite, à 5% qui est plutôt pour les opérations de Galéon, qui entretient le système, et 5% qui est aussi pour ce qu'on appelle le buyback and burn, c'est-à-dire qu'on va racheter, c'est-à-dire que sur $1 million, 50 000 va être racheté sur les marchés et détruit. En fait, ça nous permet de corréler le potentiel de la data en santé au jeton Galéon. Donc voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne notre système.
Bah, merci pour cette présentation détaillée. Effectivement, c'est un modèle qui a l'air assez vertueux. Je me demandais d'ailleurs, donc tu parlais de DAO et tu disais que vous alliez financer demain un certain nombre de projets de recherche. Du coup, est-ce que ce sont des projets qui sont sélectionnés par la DAO, c'est-à-dire finalement par les holders de votre token qui peuvent voter et sélectionner les projets de recherche? Exactement. En fait, il y a déjà un premier. Donc, on a déjà lancé, je crois que c'était en avril de cette année, on a lancé en fait une campagne où on a dit qu'on était prêt à financer à hauteur de 500 000 euros une première recherche, donc ce qu'on appelle de repurposing de médicaments. C'est-à-dire en gros repositionnement de médicaments. J'explique qu'est-ce que c'est le repositionnement de médicaments. C'est-à-dire qu'on prend un médicament qui existe avec une posologie qui existe, et l'idée c'est que ce médicament-là peut servir sur une autre maladie. Avec le même dosage, en fait, il peut potentiellement servir sur une autre maladie parce qu'il y a des médecins qui l'ont vu, ils ont vu que des patients ont été finalement guéris ou soignés d'une maladie avec un médicament qui n'était pas du tout fait pour ça à la base. Donc, c'est ce qu'on appelle le repositionnement de médicaments. Et donc, on a lancé cette campagne de 500 000 euros de financement pour une recherche médicale. Donc, il y a toujours un comité scientifique, en fait, qui va d'abord, donc, il y a d'abord notre équipe qui va trier les projets, c'est-à-dire on va recevoir les projets. Ensuite, il y a un comité scientifique qui va, lui, en fait, évaluer le potentiel du projet parce qu'il y a des projets qui sont potentiellement, si c'est pour que 2 patients par an, c'est peut-être moins important que pour 100 000 patients par an. Donc voilà, il y a des critères sur lesquels ils vont noter et ensuite ils vont faire passer une dizaine de projets. Et ensuite, tu as la DAO, donc avec les jetons, enfin les gens qui possèdent du jeton Galéon, qui vont voter, tous les 2-3 mois, ils vont voter sur la plateforme Galéon, ils vont voter pour les futures recherches qui seront financées. Donc ils peuvent mettre oui ou non. Et en fait, comme ça, si jamais, par exemple, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a le cancer du sein, ça me touche, donc je vais me dire, voilà, ce mois-ci, je préfère que le financement aille sur cette maladie, le cancer du sein. Et voilà, et c'est comme ça que je pourrais voter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en gros, un vote, c'est peu importe le nombre de jetons, que j'en ai 1 ou 1 million, c'est un vote par personne. Comme ça permet de pas influencer avec trop de jetons les votes. Merci pour les précisions, c'est bien plus clair maintenant. Ce que je voulais savoir aussi, c'est si tu pouvais nous donner voilà quelques éléments sur votre roadmap et les prochains jalons clés de développement. Tu disais qu'aujourd'hui vous aviez été déployé déjà, je crois, sur une quinzaine d'hôpitaux. Voilà, c'est quoi la suite pour Galéon? Exactement. En fait, du coup, aujourd'hui, on est sur 16 hôpitaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on déploie un nouvel hôpital, on fait ce qu'on appelle 10 000 $ de buyback and burn. Donc, on rachète le jeton pour 10 000 $ et on le détruit. On détruit ces jetons. Donc, c'est vraiment un jeton déflationniste. Donc, en termes de roadmap, nous, l'objectif, là, dans les prochaines semaines, est assez imminent, c'est de sortir notre nouvelle plateforme qu'on appelle la plateforme Atlantis. C'est pour les investisseurs crypto. Donc là, l'idée, c'est que, en fait, les gens vont pouvoir très simplement et de façon ludique, de façon un peu gamifiée, ils vont pouvoir investir dans le Galéon, dans le jeton Galéon, par carte bleue, sans besoin de wallet, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a enregistré PSAN en France et en Europe. Donc, en gros, on est enregistré pour la conservation d'actifs pour le compte de tiers, ce qu'on appelle le custody. Donc, cette plateforme va permettre aussi de voter pour la DAO. Donc, ça arrivera un peu plus tard. Donc, ils pourront voter. Ils pourront aussi gagner des points avec des quêtes, ce qu'on appelle les gemmes. Et ensuite, ils pourront les dépenser dans notre boutique. Ils pourront utiliser le jeton dans l'écosystème, que ce soit pour personnaliser son interface, personnaliser son avatar. Voilà, il y aura vraiment des cas d'usage en plus pour le jeton là-dessus. Et ça, c'est plutôt le côté investisseur crypto, on va dire. Côté roadmap produit, on a aussi le dossier patient entier à finir. Parce que là, en fait, on était plutôt sur différentes spécialités, que ce soit la chirurgie, l'hospitalisation, le pôle mère-enfant. L'idée, c'est de finaliser pour tout l'hôpital, toutes les spécialités. C'est une vingtaine de spécialités, l'hôpital. Donc, il y a ça. Et surtout aussi, il faut qu'on arrive à le vendre parce que on est en capacité aujourd'hui de pouvoir vendre un dossier patient entier. Maintenant, il faut pouvoir arriver à trouver le premier client, le premier hôpital pionnier qui va se décider. Donc, ouais, je pense que ça, c'est la grosse roadmap qui arrive dans les prochains mois. Et bien évidemment, nous, notre vision, c'est en fait de continuer aussi le développement de la blockchain. Donc, en fait, nous, notre système, on l'appelle le blockchain swarm learning, cet entraînement d'IA décentralisé. L'idée, c'est qu'en fait, on va avoir le dossier patient d'un côté qui va être déployé, qui va générer les datas qui sont bien rangées. Et en fait, forcément, il nous faut un dossier patient déployé pour pouvoir utiliser le système de blockchain swarm learning, c'est-à-dire le système d'entraînement d'IA décentralisé. Mais dès qu'on a ce DPI, ce qu'on appelle le dossier patient qui est déployé, en fait, on va pouvoir très vite aller sur la blockchain pour entraîner les IA et coordonner les hôpitaux en même temps pour qu'au final, on ait un algorithme qui soit super bien entraîné. Et donc, comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que Galéon, c'est un projet long terme. Tout ça se fait pas en quelques mois. Nous, on voit sur des dizaines d'années. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait notre ICO en janvier 2022. On avait levé 15 millions de $ avec 40 000 personnes. L'idée, c'est d'être indépendant
et pas d'avoir des VC ou des business angels qui, en fait, au bout d'un moment, vont nous forcer à vendre. L'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté qui nous soutient. Et ça aussi, c'est vraiment notre force, c'est la communauté. Parce que, et d'ailleurs, je pense que dans le Web3, tous les projets devraient s'en inspirer, d'avoir une communauté forte, d'avoir des super fans, parce qu'ils sont géniaux. En fait, c'est eux qui nous motivent, c'est eux qui aussi nous apportent du business, parce que typiquement, en fait, on a eu des hôpitaux qu'on a eu grâce à des personnes de la communauté qui avaient participé à l'ICO, parce qu'ils travaillent dans un hôpital, parce qu'ils en ont parlé. Donc voilà, je reviens juste sur la roadmap. Voilà, c'est vraiment côté produit, c'est la blockchain et le dossier patient. Et ensuite, il y a la plateforme investisseur. Ok, bah ouais, top. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Et puis ouais, je partage effectivement la communauté. Je pense que c'est clé dans le Web3 et malheureusement il y a peut-être un peu trop de projets qui ont oublié leur communauté ou qui l'ont déçu. Et bon là en tout cas c'est top de savoir que finalement votre communauté fait du business development pour vous. Ce que je te propose maintenant pour la suite de l'interview, c'est qu'on aille sur quelques questions un peu plus personnelles. Et la première que je voulais te poser, voilà. Alors toi aujourd'hui tu es CEO de Galéon et cofondateur bien sûr. Donc ça fait déjà si j'ai bien compris à peu près un peu plus de 6 ans que tu travailles sur le projet. Si tu avais un ou deux conseils que tu donnerais à un autre entrepreneur Web3, alors peut-être plus sur la partie opération qui est ton domaine de spécialité, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? En fait, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut penser community first. Franchement, comme je le disais, on a levé 15 millions de dollars avec 40 000 personnes. Nous, on les appelle les pionniers. En fait, c'est notre force et notre motivation. Si on arrive, quand tu lances un projet, tu arrives à créer une communauté qui est forte, qui vraiment devient des super fans. Non seulement on a pu lever une assez grosse somme en crypto, parce qu'en France, même en Europe, 15 millions de dollars, c'était pas mal à l'époque. Mais en plus de ça, qui deviennent des business développeurs pour toi. Donc, dans notre cas, c'était les hôpitaux. En fait, il y en a certains qui sont prêts à travailler, entre guillemets, un peu pour toi et à en parler dans les hôpitaux. Donc, c'est franchement communauté à fond, ça c'est sûr. Et aussi, je pense que il faut penser vraiment à son jeton, ou alors si on crée un jeton ou un NFT, mais bon, peu importe, nous, dans notre cas, c'est des jetons, des tokens. Il faut le voir comme un trésor de guerre. En fait, nous, chez Galéon, on veut que les investisseurs qui voient à long terme avec nous, et on veut qu'ils sortent gagnants. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand tu crées un jeton, nous, on l'a pas donné à tout le monde dans tous les sens. On n'a pas payé les influenceurs, on n'a pas payé les médias avec des jetons. La plupart du temps, on payait en USDT ou en stablecoin, ce qui nous a permis de préserver le jeton et pas de se faire, entre guillemets, dumper dans tous les sens dès que ça monte un peu et que pas mal de gens ont des grosses quantités de jetons. Donc vraiment, c'est garder vraiment le focus sur sa communauté et sur son jeton, parce que l'idée, c'est de le spread un maximum, que le plus de monde ait du jeton, un peu comme le Bitcoin finalement, parce que le Bitcoin à l'époque, alors il y a certes Satoshi qui a 1 million et aujourd'hui ça se concentre un peu parce qu'il y a des gros fonds type BlackRock qui arrivent, qui achètent des centaines de milliers de Bitcoin, mais à la base ça s'est disséminé avec plein de gens et en fait les gens en avaient quelques-uns, quelques dizaines, quelques centaines. Aujourd'hui les gens ont des fractions de Bitcoin, mais il y en a tellement qui ont du Bitcoin que en fait ça s'est tellement spread que finalement aujourd'hui on voit son prix qui arrive à 90 000, 100, presque 80 000 dollars. Donc c'est hyper puissant d'avoir une communauté et de spread son jeton et de voir son jeton comme un trésor de guerre et de pas dire ok c'est bon je l'ai créé de rien, en fait je vais le donner à tout le monde. Non, le jeton ça doit être vraiment son trésor de guerre pour la boîte, pour les investisseurs et bien évidemment les fondateurs aussi ont un peu de jetons. Donc finalement si on arrive à bien gérer, à voir long terme et à faire valoriser le jeton en fait qui prennent en valeur sur du long terme, tout le monde sortira gagnant, en tout cas ceux qui sont restés sur le long terme. Et donc voilà, c'est vraiment le conseil, c'est penser communauté et penser jeton avant tout et se donner à fond pour que le jeton finalement c'est son trésor de guerre. Top conseil, merci beaucoup. Écoute, excellent. C'est des conseils qu'on n'a pas forcément trop eu jusqu'à présent dans le podcast, donc excellent, merci beaucoup. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles d'une techno, d'une tendance qui te hype particulièrement en ce moment dans le Web3. Voilà, qu'est-ce qui te hype? Moi, c'est vrai que j'aime les technos qui sont assez simples. Je suis pas un dev, je suis pas un mec qui a un profil technique où, en gros, ZK Rollup, DeFi et tutti quanti, c'est pas des choses qui me parlent vraiment. C'est pas ma tasse de thé. Donc, si je devais aller donner 3 domaines que je vois être la hype d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, moi, je pense qu'il y a l'intelligence artificielle, bien évidemment. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, Midjourney, Gemini et autres IA. En fait, c'est tellement puissant. On voit la puissance de ces outils et surtout, ça parle tellement à tout le monde et en plus, les médias en parlent que pour moi, c'est indéniable que l'IA va performer sur la crypto. Alors, faut voir des cas d'usage intéressants, mais c'est indéniable que pour moi, ça va marcher parce que ça parle tellement à tout le monde que tout le monde va vouloir aller sur l'IA en crypto. Ensuite, il y a la DeSci. Il y a la science décentralisée. L'idée, c'est que en fait, aujourd'hui, la science traditionnelle, elle est très concentrée sur les big pharma. Et nous, en tout cas, on s'inscrit dans la DeSci, donc c'est vraiment un domaine que je vois bien performer. Mais il n'y a pas que Galéon, il y a d'autres projets. L'idée, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur leur santé et sur leurs données. Donc ça, je vois que c'est un cas d'usage qui est dans la santé, qui est la DeSci, qui est intéressant.
Donc je dirais que c'est une hype qui en plus commence petit à petit à se disséminer. J'ai vu que Binance avait avec le Binance Lab avait commencé à investir dans Bioprotocol, qui est un protocole DeSci. Donc pareil, je pense il y a quelque chose à voir là-dessous. Et puis ensuite le gaming, parce que le gaming ça parle à tout le monde. On est tous un peu des gamers. Hein. Moi je vois ma mère quand elle joue à Candy Crush de temps en temps, bah forcément ça touche tout le monde, même les femmes qui ont 60 ans. Donc je vois bien ce domaine aussi performer. Et puis aussi il y a besoin, voilà, je pense que dans le gaming, on a vu cette première vague le dernier Bull Run, mais je pense qu'il y a aussi besoin d'acteurs type Fortnite ou des gros jeux qui arrivent et qui commencent à utiliser la blockchain ou la crypto. Je pense que ça serait un game changer pour la crypto et le Web3, parce que là, pour le moment, on a plein de jeux où on a typiquement Axie Infinity, c'est des jeux qui sont sympas, mais l'économie du jeton, le business model autour est pas viable, parce que quand on donne des jetons de façon gratuite à des gens, bah au bout d'un moment ils vont les vendre. Donc je pense que le business model il est pas viable pour le moment. Mais typiquement si des gros jeux arrivent, parce que de base ils sont hyper bien joués, c'est-à-dire il y a des millions de joueurs, et ensuite ils intègrent les NFT, ils intègrent des tokens ou peu importe la technologie blockchain, bah l'idée c'est que derrière là on verra des cas d'usage qui sont hyper intéressants. Et puis je pense aussi qu'il faut des cas d'usage, on va dire réels. C'est-à-dire que Galion, c'est un cas d'usage réel. C'est-à-dire c'est un cas d'usage qu'on a pris dans la santé et ensuite on l'a ramené dans le Web3. Je pense qu'il y a un besoin de cas d'usage dans le monde réel, tout simplement. Alors, je te propose maintenant qu'on passe sur la dernière question, qui est pas la plus simple. Voilà, le temps est passé vite, comme d'habitude. On est déjà à la fin de l'interview. Mais voilà, si tu avais une feuille blanche et un crayon et que tu pouvais dessiner ton Web3 idéal, allez, on va dire à horizon une dizaine d'années, à quoi il ressemblerait? Bon, bah déjà, un bitcoin à 1 million et un Galéon à quelques dizaines de dollars, ça serait le Web3 idéal. Enfin, joke à part, mais c'est vrai que moi, je pense que il y a un besoin de cas d'usage dans le monde réel. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup spéculation. Et c'est sûr, dans la crypto, tout le monde veut faire de l'argent, forcément. Et j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Hein. Forcément, on va pas dans la crypto si derrière, on n'a pas une envie de retour sur investissement. Mais je pense que mon Web3 idéal dans 10 ans, ça serait d'avoir des cas d'usage qui soient transparents et qui soient vraiment dans le monde réel. Je dis pas que les gens, en fait, les gens, ils veulent pas forcément comprendre la technologie derrière. Aujourd'hui, Internet, on veut pas savoir ce qu'il y a derrière. Par contre, ils veulent l'utiliser. Comme on a utilisé Internet en 2000 et jusqu'à aujourd'hui, bah en fait les gens ils veulent le cas d'usage réel. Ils veulent, c'est Amazon, c'est Facebook, c'est en fait toutes ces boîtes qui ont performé après 2000 et parce qu'il y avait un cas d'usage, parce qu'il y avait un besoin sur le terrain d'utiliser Internet à l'époque. Mais là, je pense que ça, pour le Web3, pour la blockchain, ça va être la même chose. Donc, ouais, je dirais que c'est vraiment des cas d'usage dans le monde réel, que ce soit sur la santé, mais pas que, la logistique. On commence à le voir. Le gaming, c'est un cas d'usage qui se met un petit peu dans le jeu vidéo. Donc, forcément, on voit que les NFT ont été utilisés dans les jeux vidéo. Bon, pour le moment, c'est au balbutiement. Donc, c'est sûr que, voilà, c'est pas encore disséminé partout. Mais je pense que dans 10 ans, on aura des cas d'usage qui seront transparents. C'est-à-dire, les gens sauront pas forcément qu'on utilise la blockchain derrière, mais par contre, ça sera des cas d'usage qui seront réels. Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage et ta vision. Effectivement, je souscris à ce que tu dis. Je pense que ouais, on a besoin de beaucoup plus de cas d'usage réels et c'est ce qui fera une adoption. Et puis peut-être aussi ouais qu'on parle moins de Web3, voire qu'on n'en parle plus. Et je pense que ça sera un signe intéressant d'un haut niveau d'adoption à ce moment-là. Voilà, je suis très heureux qu'on ait pu enregistrer cet épisode ensemble. Mathieu, merci beaucoup voilà pour ta participation. Bien entendu, bah bravo pour tout le travail accompli déjà depuis plusieurs années chez Galéon. Et puis bah je vous souhaite le meilleur pour la suite de l'aventure. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure et dire un petit mot aux auditeurs. Merci beaucoup Romain, c'était vraiment un plaisir de pouvoir participer à ce podcast avec toi. Je dirais pour le mot de la fin que on est vraiment qu'au début. Alors là, on le voit depuis ces derniers jours, le Bitcoin atteint des sommets, mais on est encore très early. Je voyais encore il y a quelques semaines la courbe d'adoption de la crypto et d'internet. En gros, on est en 2001-2002 quoi. Donc on est vraiment au début. Si on compare, on est qu'en 2001 par rapport à internet, on est qu'au début. Donc je dirais que c'est le bon moment. On n'est pas trop tard. C'est le bon moment de commencer à s'y intéresser, d'acheter ses premières cryptos pour tester. Et de mettre les mains dedans et de tester. Et si vous avez l'âme d'un entrepreneur, de tester des projets, de créer des jetons, de créer des projets avec des NFT, peu importe. Hein. Au bout d'un moment, je pense que les NFT vont revenir. Hein. Donc voilà, je dirais pour les entrepreneurs qui nous écoutent, de se lancer, et pour les investisseurs de commencer leur premier investissement dans la crypto, parce que en fait, on est qu'au début. C'est parfait. Écoute, on termine par un message d'optimisme, donc ça fait plaisir. Je te souhaite une excellente journée, Mathieu. Je te dis à très vite et puis bonne journée à tous. Salut. Merci. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.